Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Votre prof, Jean-François Sénéchal, bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre votre podcast d'accompagnement préféré. Non. Bon, voilà, c'est le seul podcast d'accompagnement. J'espère que c'est votre préféré. Écoutez, la semaine passée, l'intro du module 2, c'est ce que nous avons fait. On y a abordé les questions de vocabulaire. On a parlé de déontologisme, d'éthique de la vertu, conséquentialisme. Pour vous, ça devrait être des notions beaucoup plus mieux clairement comprises. Et dans cette intro du module 2, rappelons-le, j'ai expliqué les différentes évaluations de ce cours. Donc, si pour vous, c'est pas encore clair tout ça, que ce soit les notions ou les évaluations, eh bien, allez consulter le dernier épisode du podcast. Sinon, allez consulter l'enregistrement de cours où j'y parle là aussi de tout ça. D'abord, avant toute chose, avant de commencer clairement ce troisième module, merci de votre engagement déjà dans votre participation dans le cours. Écoutez, les stats de fréquentation de l'ENA, là, c'est impressionnant. C'est sûr que vous êtes beaucoup, là, mais je dirais il y a plusieurs d'entre vous qui déjà se sont présentés. Donc, 130 d'entre vous se sont présentés sur le forum numéro 1 de l'ENA. J'ai déjà plusieurs mimes tordants, donc plusieurs milliers de branchements à l'ENA et presque 200 téléchargements des 2 derniers podcasts. Donc, vous téléchargez. Est-ce que vous l'écoutez? Il faudrait voir. Mais au moins, ça se télécharge. Il y a déjà plus de 100 étudiants en classe ou en classe Zoom en moyenne par semaine. Pour moi, c'est du jamais vu. Puis ça paraît aussi sur le campus. Là, les étudiants sont de retour. Ils sont là après 2 ans de misère. Vous êtes là, puis bien engagés déjà dans ce cours. D'ailleurs, j'ai déjà donné plein de badges, des trophées, des récompenses là, pour la présence en classe, pour votre participation sur le chat. Il y en a quelques-unes qui sont très actives et actifs sur ces forums. Plusieurs d'entre vous écoutent les podcasts, donc je vous donne des badges là aussi pour ça. Donc, merci d'être là et merci de votre engagement. Puis, je vous promets que cet engagement contribuera à votre réussite dans ce cours. Hein. Sinon, pourquoi je donnerais tant d'efforts à stimuler cet engagement si je n'avais pas la ferme conviction que c'est utile pour vous et à votre réussite. Quelques mots aussi sur le forum 2. Écoutez, le forum du module 2, il est en feu. Donc, je vous demandais des exemples de déontologisme, d'éthique de la vertu, de conséquentialisme, tout ça puisé dans votre culture geek et dans votre culture populaire. Et c'est impressionnant. Donc, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Spider-Man, nommez-les, le Batman. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Naruto est là, Avengers, évidemment. The Witcher est là aussi. Le Mandalorian, nommez-les. Ils sont tous là. Puis, bravo. Merci aussi à ceux qui ont plutôt choisi je dirais le forum un peu plus concret et réaliste là, sur la gestion de la COVID. Là aussi, c'est intéressant d'entendre vos arguments cités. Donc, puiser dans le discours de gestion, je dirais, de la COVID et reprendre certains arguments puisés dans l'éthique de la vertu, conséquentialisme, déontologisme. Donc, c'est bien fait. Et si pour vous, ce n'est pas encore maîtrisé, ces concepts-là, allez voir les différents exemples, que ce soit dans la culture populaire ou dans la crise de la gestion de la COVID. Il y a plusieurs exemples qui vont vous permettre là, de bien mettre les bonnes expressions sur les bons arguments. Donc, pour vous clarifier le déontologisme, éthique de la vertu et conséquentialisme, là, ce sera très simple en explorant ces différents exemples. Travaux d'équipe. Donc, les travaux d'équipe, écoutez, les équipes sont toutes faites. Ce matin, là, j'ai complété on est lundi, toujours, quand j'enregistre. J'ai complété les équipes en ajoutant les derniers étudiants qui n'avaient pas encore trouvé d'équipe. Puis j'ai vu
déjà là, que plusieurs équipes avaient commencé à travailler sur leur TP1. Donc, c'est une très bonne idée. Hein? Ils m'ont déjà partagé leur Google Docs, leurs documents partagés. Donc, je vous invite à faire la même chose. Partagez ça avec moi, mais aussi n'oubliez pas d'ajouter Janie à mon auxiliaire. Donc, ajoutez-nous à votre équipe de travail, à votre document partagé. Donnez-nous les statuts d'éditeur, là, comme ça nous permettra de faire les suivis appropriés, d'intervenir aux besoins, de voir aussi qui travaille moins, de faire les suivis que nous souhaitons faire là, pour vous aider dans la progression de ce TP1. Module 3 maintenant. Êtes-vous prêts? C'est parti. Écoutez, au module 1, retour dans le temps. Au module 1, rappelez-vous l'exemple qu'on avait vu. On avait vu un problème éthique, c'était celui de Karen Duhamel. Vous souvenez-vous de Karen Duhamel? L'objectif de ce module 1, rappelez-vous, c'était en fait, je vous l'avais expliqué, c'était de vous démontrer que les problèmes éthiques existent. Hein, comme évidemment, là, les cas comme celui de Karen sont rares, et heureusement, qu'ils sont rares. Mais dans ce module 3, ce sera différent notre approche. En fait, j'aimerais vous démontrer que les problèmes éthiques, ils ne sont pas rares. Hein? Donc, il y en a plusieurs. On va se concentrer justement sur des problèmes qui ne sont pas rares. Donc, on va vous démontrer leur nombre, leur fréquence. On va regarder la nature, justement, des fautes commises qui ne sont pas rares. Donc, c'est ce genre de problème que j'aimerais aborder avec vous. Hein, des problèmes qui ne sont pas rares, des problèmes qui, nous allons le voir aussi, qui sont pas assez graves pour être dénoncés, détectés, qui ne sont vraiment pas assez graves pour être sanctionnés. Mais c'est quand même des problèmes qui, lorsqu'ils sont cumulés, étant donné leur nombre, hein, ils sont en grand nombre, étant donné leur nature, ça peut causer des problèmes au système, je dirais, dans son ensemble. C'est pas un gros problème comme celui de Karen, qui est évident. Une grosse pomme pourrie, on la sort. Non, là, on est plutôt dans l'ordre du petit problème fréquent qui est là. Puis le cumul de ces petits problèmes éthiques fréquents, puis des petites fautes ou manquements qui sont commis, ça peut nuire au problème. Donc, dans ce module 3, j'aimerais vous convaincre que non seulement qu'il y a un problème, mais que vous faites partie du problème. Hein, ça, c'est peut-être le passage intellectuel, peut-être le plus difficile à vous démontrer que ça existe, ce genre de problème-là, et que vous faites partie du problème. Oui, oui. Toi aussi, là, qui m'écoutes en podcast en ce moment, là, c'est à toi aussi que je parle. Donc, essayez de te démontrer dans ce podcast et surtout dans le cours en classe que tu fais toi aussi partie du problème. Les questions que nous allons aborder dans ce module sont importantes. En fait, c'est êtes-vous à risque? Hein? Êtes-vous personnellement à risque? Êtes-vous collectivement à risque? Dans quelle mesure? On va essayer de mesurer ce risque éthique-là. Comment gérer ce risque? Comment réduire ce risque? Ici, on est dans des risques de nature éthique. En classe, cette semaine, bien hâte de vous rencontrer. Donc, ce sera demain, mardi, 12h30. Je vous demanderai d'estimer votre force morale, hein, votre capacité à être honnête, votre capacité à résister à une tentation. Et vous constaterez, aux surprises, que nous avons tous tendance à surestimer notre intégrité morale. En fait, là, si vous m'écoutez en ce moment, en fait, vous n'avez pas le choix de m'écouter. Sinon, ça perd son sens, tout ça. Donc, en ce moment, vous surestimez votre propre intégrité morale. Je vais donner toutes sortes d'exemples en classe, là, mais c'est-à-dire que individuellement, on se pense tous assez bons, assez honnêtes, en fait. On se pense tous très bons, très honnêtes et très intègres. Mais est-ce que cette auto-évaluation, est-ce que ça tient la route? En fait, dans les faits, posez-vous la question. Hein, êtes-vous à ce point honnête? Êtes-vous à ce point intègre? Donc, dans ce cours, je vais tenter de vous démontrer que vous vous surestimez un peu. La plupart d'entre vous, un peu.
vous surestimez vos compétences, notamment en matière d'éthique, et qu'il y a il y a des conséquences à cette surestimation personnelle et collective. On surestime personnellement et collectivement nos compétences en matière d'honnêteté, d'intégrité, et cette surestimation a des conséquences. La plus importante, je dirais, c'est la fermeture au dialogue. Hein? C'est-à-dire que si vous surestimez vos compétences en matière d'éthique, votre ouverture à une quelconque forme d'enseignement, là, ça se limitera à pas grand-chose. Hein. Donc, quel dialogue est-ce qu'on peut entretenir avec une personne qui croit savoir? Ça, c'est des expressions qui reviennent souvent en philosophie. Là. Donc, il faut dépasser, là, je dirais, la simple ignorance, donc reconnaître notre ignorance si on veut apprendre. La même chose, reconnaître qu'on a certaines failles si on veut écouter quelqu'un qui va nous parler de nos propres failles. Donc, quel genre de dialogue on peut entretenir avec une personne qui croit savoir, ce qui est bien, qui se dit et se croit honnête, puis qui ne doute plus, hein, qui ignore ses propres ignorances. Ça, on aime ça, cette formule-là. Hein, une forme de surestimation qui a des conséquences collectives, individuelles, et puis on en verra plusieurs en classe, c'est-à-dire notamment, cette surestimation se traduit souvent par une prise de risque excessive. On le voit bien, la logique. Là. Je me surestime, et parce que je me surestime, je me dis que peut-être que si je me mets en situation de risque, je vais être capable de rester honnête, rester intègre. Et justement, c'est souvent cette prise de risque excessive qui peut mener à certaines fautes. Mais voilà, à la fin du cours, en abordant ce thème de la surestimation, mon principal objectif, c'est que vous cessiez, au moins ce serait ça comme objectif, là, que vous cessiez de surestimer vos compétences éthiques et que vous acceptiez, hein, si vous acceptez que vous surestimez ces compétences, éventuellement, vous pourrez peut-être accepter qu'il est temps pour vous d'améliorer certaines de ces compétences. Et à la fin du cours, si je fais bien mon boulot, en fait, vous ne surestimerez plus et vous n'aurez plus l'impression d'être encore... vous ne surestimerez plus vos compétences. En fait, vous aurez peut-être même l'impression d'être encore très mal outillé pour affronter les problèmes éthiques de votre profession. Puis, rappelez-vous, là, on va s'en reparler dans quelques semaines, mais si à la fin du cours, vous avez ce sentiment-là, que vous n'êtes pas encore suffisamment compétent pour lutter et affronter les problèmes éthiques dans votre profession, ce sera un bon signe. Hein? Ce sera le signe que vous avez minimalement reconnu vos propres incompétences, vos propres failles, vos propres lacunes individuelles, collectives, puis que vous êtes prêt à apprendre, progresser, vous améliorer individuellement et collectivement. Vous savez, cette surestimation, elle n'est pas le propre de l'éthique. Hein. C'est-à-dire qu'elle est partout où l'ignorance sévit, partout où le manque d'expérience aussi sévit. En fait, les réseaux sociaux là, sont bien peuplés de ces personnes incompétentes qui surestiment leurs compétences. Avez-vous remarqué? Là? Comme biais psychosociologique, ce biais-là s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Donc, vous connaissez peut-être cette désignation. Donc, l'effet Dunning-Kruger. En fait, c'est une façon de qualifier le fait que les personnes les plus incompétentes surestiment leurs compétences. Hein, vous savez, comme le petit nouveau là, qui arrive au boulot. Là. Donc, les personnes les plus incompétentes surestiment leurs compétences. Et la contrepartie, c'est que les personnes les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Donc, vous savez, le vieux sage et expérimenté au boulot, là, lui, il a toujours l'impression qu'il a tant à apprendre et il apprend tellement du petit nouveau qui vient d'apprendre, qui vient d'arriver. Donc, voilà, les personnes les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Ah, des fois, c'est ce qui donne un peu le sentiment d'imposteur que certains peuvent ressentir. Donc, avoir
de grandes compétences, justement, ça peut nous donner l'impression qu'on a des incompétences. Alors que le contraire, c'est que les personnes les plus incompétentes, eux, ne doutent plus de rien et surestiment souvent leurs compétences. Donc, première leçon, nous nous surestimons. Hein, ça nous arrive à tous, mais nous sommes humains. Mais une fois qu'une faille humaine est identifiée, là, vous le savez maintenant, là, vous avez tendance à vous surestimer. Donc, une fois qu'on reconnaît une faille humaine plutôt, comme ça, à ce moment-là, il est de votre responsabilité, de ta responsabilité, toi, là, d'agir maintenant en connaissance de cause et de tenir compte dans vos futures prises de décision de ce fait. Hein, le fait que vous avez tendance à un peu surestimer vos compétences. Dans le cours, vous verrez que pour vous démontrer que vous n'êtes pas aussi honnête que vous le pensez, nous allons observer et constater que, avec différentes études, que vous êtes à risque. Et nous allons tenter de le démontrer avec le thème de la triche universitaire. Hein, c'est-à-dire qu'on se pense bien bon, on se pense bien honnête, on se pense bien intègre, mais lorsqu'on regarde ce que vous êtes en ce moment, en tant que groupe, et lorsqu'on regarde la triche universitaire, hein, la triche universitaire, elle est commise par des gens comme vous et moi qui se pensent et se disent honnêtes. Hein? Donc, vous, est-ce que vous trichez à l'université? Ça fera partie des thèmes qu'on va aborder dans le cours. Est-ce que vous trichez? Hein, là, je vous le demande personnellement. Vous pouvez répondre à ceux qui vous entourent. Vous êtes en train de marcher, dites-le autour de vous. Oui, c'est vrai, je triche. Mais quels sont les risques associés à la triche universitaire? Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelles sont les causes. Hein, quelles sont les causes de la triche? Pression de performance, quoi d'autre? On manque de temps, on manque de formation souvent. Les objectifs sont soit très élevés, c'est difficile, vous manquez de compétences, certains ont pris du retard, une certaine forme de paresse, l'influence des pairs aussi. Si vous voyez que c'est très commun dans votre entourage, ça se peut que vous adoptiez les mêmes comportements. Donc, la triche universitaire, hein, dans quelle mesure avez-vous commis de la triche? Êtes-vous à risque dans un tel contexte? Parce qu'ultimement, pourquoi parler de la triche universitaire? Parce qu'on le verra aussi en classe. Écoutez, ces pressions, hein, j'ai parlé des pressions, là, mais les pressions risquent de se reproduire dans l'exercice de votre profession. Hein, pensez-y, là, pression de performance, manque de temps. Manque de temps, si vous pensez que vous manquez de temps en ce moment, vous allez en manquer aussi dans l'exercice de votre profession. Manque de formation, évidemment. Vous arrivez après 3-4 ans de formation, c'est très peu. Manque d'expérience, des objectifs très élevés. Les tâches ne seront pas plus simples une fois que vous serez dans l'exercice de votre profession. Paresse, la même paresse peut être là aussi, l'influence des pairs. Vous avez tendance à adopter les comportements de vos pairs ici à l'université. Ce sera la même chose dans l'exercice de votre profession. Donc, ces pressions, les causes qui sont là en ce moment, là, qui causent la triche universitaire, ces mêmes causes risquent de se reproduire dans l'exercice de votre profession et donc peut-être mener à des comportements similaires. Du moins, ça fait partie des thèses défendues dans ce cours. Parce que concrètement, les chiffres que je vais vous présenter en classe, là, vous allez voir, ça fait frémir le doyen, le vice-doyen, toutes les fois que je leur présente ces chiffres-là. Là. C'est-à-dire que vous allez constater que même si vous croyez intègre individuellement et collectivement, le constat empirique, là, lui, est un peu plus navrant. C'est-à-dire qu'un étudiant sur deux, en fait, dans votre groupe, là, j'ai déjà consulté votre groupe, les groupes qui vous ont précédé. Donc, un étudiant sur deux a déjà triché à l'université dans son programme en sciences et génie. Donc, c'est la moitié. En ce moment, là, dans ce groupe, il y a la moitié d'entre vous qui a déjà triché, au moins une fois dans un travail ou un examen à l'université. Évidemment, c'est sûrement la moitié qui n'écoute pas les podcasts en ce moment. Évidemment que ce n'est pas vous.
Mais bon, 1 sur 2 a déjà triché à l'université et donc risque de tricher dans l'exercice de sa profession et pour les mêmes raisons. Et gageons qu'en ce moment, ces personnes se disent et se croient honnêtes. En fait, ça fait partie du problème. C'est vrai à l'université comme dans l'exercice de la profession. En fait, la grande majorité des petits manquements de la triche ordinaire, la plupart de ces petits manquements sont commis par des gens comme vous et moi qui se disent et se croient honnêtes. Et là, je le sais que ça pourrait être tentant pour vous de vous dire, moi, ça va être un peu, là. Ça va être différent là, à l'université. Peut-être à l'université, mais dans le monde du travail, là, je serai différent. En fait, les résultats empiriques ne sont pas plus encourageants là, lorsqu'on regarde les comportements au travail. Vous allez voir l'étude que j'ai citée dans le contenu de cours. En fait, il y a 50%, ça revient encore. Donc, 50% d'entre vous allez commettre des petits manquements au travail. Mensonges, des petits mensonges, vols, des petits vols. Violation de politiques internes, sécurité, santé, qualité. Donc, il y a toutes sortes de politiques qu'on peut détourner ou contourner. Certains comportements inappropriés, donc harcèlement, discrimination, violence psychologique, là, évidemment, ça peut aller dans les zones de gris, tout ça. Là, donc, et plagiat, donc petit plagiat. Choisissez votre poison. 50% d'entre vous, donc une personne sur 2 va commettre l'un ou l'autre de ces manquements, comme dans votre groupe, 1 sur 2, sûrement encore ceux qui n'écoutent pas le podcast, ou pas, admettons ça aussi. Donc, pédagogiquement, ce constat est important. Vous êtes à risque, toi aussi, tu es à risque. Vous êtes sensible à des contextes de risque. Vous avez déjà pris de bonnes et moins bonnes habitudes pendant votre formation à l'exercice de votre profession. Donc, vous êtes en formation, mais vous avez déjà commencé à prendre des bonnes et moins bonnes habitudes. Et en plus, vos compétences en la matière sont surestimées. Donc, vous surestimez vos compétences. Vous avez pris de bonnes et moins bonnes habitudes. Vous connaissez mal les règles aussi. Donc, la réalité, c'est que vous connaissez mal les règles, vous connaissez mal les normes associées à votre milieu de travail, vous connaissez mal les attentes, les obligations associées à votre profession, vous connaissez mal vos droits et obligations, mais vous vous croyez compétent. Donc, pédagogiquement, là, encore une fois, ce constat, il est important. Si vous pensez déjà être compétent, à l'abri du risque, même si vous avez déjà triché à l'université, je vais perdre mon temps dans ce cours et vous perdez mon temps à m'écouter si longuement, que ce soit en classe ou en podcast. Là. Idéalement, si vous acceptez d'ici la fin de ce module, ou minimalement d'ici la fin de ce cours, si vous acceptez l'hypothèse que vous avez personnellement, collectivement des failles, si vous acceptez que vous êtes à risque, eh bien, nous allons pouvoir travailler ensemble à identifier les causes et surtout identifier des pistes de solutions. D'ailleurs, de façon plus englobante, je dirais dans ce cours qu'est éthique et professionnalisme, je compte vous démontrer plusieurs de ces failles. Donc, cette démonstration, je vais l'étaler, je dirais, sur plusieurs modules. Donc, on va identifier des failles individuelles, des failles collectives. Dans ce module 3, il y en a 2 des failles qui sont abordées. Vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. Donc, j'ai déjà commencé à expliquer tout ça. Dans ce module 3 aussi, une autre faille, vous avez déjà triché. Vous le ferez encore. Et pour les mêmes raisons. Donc, ça fait partie de ma démonstration du module 3. Plus tard, on y reviendra un peu avec cette démonstration-là. Ça sera au module 8. On va poursuivre ça avec une autre faille qui est celle que vous avez tendance à être plus loyal envers votre employeur qu'envers votre ordre professionnel. Donc ça peut mener à toutes sortes de problèmes. Là. Si on s'attend à ce que vous soyez loyal
envers votre ordre professionnel puis que vous êtes plus loyal envers votre employeur, ça peut mener à des conflits. Le module 9, on va voir que vous avez tendance à privilégier vos intérêts personnels et ceux de vos proches ou de vos alliés ou semblables. Donc, privilégier son intérêt personnel, ça peut mener à toutes sortes de problèmes. On va voir le conflit d'intérêts au module 9. Ça fait partie de vos failles. Au module 10 aussi, on va voir 2 failles. Vous avez tendance à vous plier à l'autorité, ce qui peut mener à certains problèmes. Dire oui à un patron, j'en conviens, mais dire oui, à quel point, à quel moment vous devrez dire non. Et au module 10 aussi, vous adoptez généralement le comportement de vos collègues. C'est bien, mais ça peut mener à toutes sortes de problèmes. J'en parlais un peu avec la triche universitaire. Si ça triche autour de vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez tendance à tricher comme les autres ou au contraire, faire différemment et évidemment subir une certaine forme d'injustice? Là. Si vous voyez les autres tricher autour de vous, mais ça vous fait, ça vous désavantage. Il y a une certaine forme d'injustice dans tout ça si vous décidez d'adopter un comportement qui diffère du groupe. Et surtout, si vous leur dites, vous allez voir le jugement du groupe, le jugement, la pression du groupe, la pression groupale là, qu'on peut avoir envers les personnes qui, justement, décident de contester un comportement qui est admis au sein du groupe. Donc, des failles, des tendances qu'on va voir en classe, des tendances qui créent des problèmes et le cumul de ces failles et tendances crée un problème, on va l'appeler des problèmes systémiques, organisationnels, c'est une façon de le nommer. Puis, c'est à ce genre de problème que nous allons nous attaquer, du moins d'ici la fin de la session. Parlant de tendances, de failles, de fautes et de manquements, cette semaine en classe, je vous présenterai aussi et je vous résumerai les travaux de la commission Charbonneau. C'est une commission publique extrêmement importante, je dirais dans l'histoire récente du système professionnel, extrêmement importante dans l'industrie de la construction. Et vous devriez déjà la connaître un peu. Sinon, je vais m'assurer que vous la connaissiez minimalement. Donc, il y a un module extra sur la commission Charbonneau et je vous invite vivement à le consulter si ce n'est pas déjà fait. Et même pour ceux qui sont à l'extérieur du domaine de la construction, vous savez, la commission Charbonneau ciblait l'industrie de la construction, mais ne vous y trompez pas. C'est-à-dire que les problèmes qui sont cités devant la commission Charbonneau, il y a plusieurs problèmes qui sont généraux et qui concernent l'ensemble, je dirais, des professionnels en sciences et génie. Évidemment, la commission Charbonneau, ça ciblait l'industrie de la construction. En plus, ça ciblait l'industrie de la construction à Montréal et à Laval. Puis, je vous invite encore plus largement à observer, à dépasser, je dirais, ce contexte-là, le géographique et d'expertise. C'est-à-dire que ça dépasse de loin l'industrie de la construction, puis ça dépasse de loin ce qui peut se passer dans l'industrie à Montréal et à Laval. Là. C'est-à-dire que je vous invite à y réfléchir plus largement, observer plutôt comment des professionnels comme vous dans quelques années, là, observez les professionnels qui, comme vous dans quelques années, ont promis de protéger le public et de servir la science, de servir les faits, d'être honnête, intègre et observez-les et observez comment ils agissent dans un contexte où les pressions associées à l'exercice du travail, c'est un domaine, vous êtes en train de travailler, ils sont en train de travailler, observez comment ces pressions associées à ce monde du travail, observez comment ces pressions ou les pressions même d'autorité ou groupales, j'en parlais un peu plus tôt, regardez comment ces pressions agissent sur des personnes qui vous ressemblent dans quelques années. Donc, des pressions d'autorité qui sont viciées, je dirais, là, puis où le comportement des pairs est problématique et regardez comment ces professionnels en exercice réagissent. Observez peut-être, c'est le cas des travaux de la commission Charbonneau, là, observez comment un système, lorsqu'il est à ce point corrompu,
C'était ça le problème. Donc là, lorsqu'un système est à ce point corrompu, comment ça peut corrompre aussi des personnes comme vous et moi qui se disent et se croient honnêtes? Observez peut-être comment, je pense que c'est la bonne façon de vous approprier ce contenu, c'est de vous placer comme si vous y aviez participé. Acceptez le fait que si vous y aviez été, vous auriez peut-être fait partie du problème. Demandez-vous ce que vous auriez pu faire ou ce que vous auriez fait peut-être dans le même contexte. Ça vous en apprendra non seulement sur les travaux de la commission, mais un peu sur vous, comme l'expérience de Karen Duhamel, par exemple. OK, c'est ce que je voulais vous dire cette semaine, c'est ce que je voulais vous dire dans ce podcast, vous introduire un peu les thèmes, en parler un peu. C'est sûr qu'on va l'approfondir dans le cours, mais néanmoins, là, vous savez un peu de quoi s'agit-il dans ce module 3. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire cette semaine? Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas encore habitués à la formule du cours, je me permets de vous lister la marche à suivre cette semaine. Je ne le ferai pas à chaque podcast, là, mais étant donné qu'on est en début de session, vous n'êtes peut-être pas familier encore avec tout ça, je vous liste la liste des tâches que vous avez à suivre. Écoutez, cette liste-là, elle est toujours au même endroit. Vous allez voir dans votre feuille de route, il y a plusieurs modules. Vous regardez au module 3. Le module 3 est ouvert. Vous regardez sur l'onglet « Contenu ». Puis dans l'onglet « Contenu », il y aura la marche à suivre. Et la marche à suivre, c'est une liste de tâches que je vous demande de faire si vous voulez atteindre les objectifs du module 3. Et cette semaine, c'est d'écouter le podcast. Bravo, c'est quasiment terminé. Venez nous rejoindre en classe. Donc, c'est demain, 12h30, même local. Si vous ne pouvez pas être là, visionnez l'enregistrement du cours. Cette semaine aussi, je vous demande de répondre à 3 petits sondages. Soyez honnêtes. Une façon de cerner votre groupe. Là. Donc, savoir qui a triché, avez-vous déjà triché. Puis faites-le honnêtement, peu importe ce que je vous ai dit en ce moment. Faites les lectures aussi du module 3. Donc, il y en a plusieurs. Lisez attentivement le rapport de la commission Charbonneau. Lisez pas tout. Là. C'est un rapport de 1400 pages, là, mais je vous ai ciblé la section que je trouvais la plus intéressante dans ce module 3. Ça cible surtout les causes. Pourquoi les personnes ciblées devant cette commission ont commis ce genre de gestes. Donc, il y a une liste de causes qui sont identifiées dans ce texte. Donc, allez lire ça. Allez consulter aussi le module extra de la commission Charbonneau, j'en ai déjà parlé. Visionnez aussi la vidéo dans laquelle je fais un résumé des travaux de la commission. Donc, si je vais vous résumer ces travaux-là en classe, là, mais si vous ne consultez pas l'enregistrement de cours ou si vous n'êtes pas présent au cours, visionnez minimalement cette vidéo là, qui résume en quelques minutes la commission Charbonneau. Ça ne sera pas suffisant, mais ça va vous donner un aperçu nécessaire des travaux de cette commission. Enfin, autre tâche dans ce module, participer au forum du module 3, aller faire les questionnaires. Et si vous faites tout ça, vous devriez éventuellement atteindre les objectifs de ce module 3. Je vous rappelle les objectifs de ce module. Être capable de définir, reconnaître la faute et le manquement professionnel. On va définir ça en classe. D'estimer le nombre et de manquements de fautes, leur gravité dans l'exercice de la profession. Donc, voir à quoi ressemblent les fautes. Est-ce que c'est fréquent, oui ou non? De nommer, d'expliquer les principales causes de manquements ou fautes professionnelles. Donc, quelles sont les causes? Je vais en nommer plusieurs en classe. Je vais en nommer aussi qui sont liés à la triche, qui peuvent être appliquées aussi au manquement dans l'exercice de la profession. De nommer aussi, d'expliquer des pistes de solutions pour réduire le nombre de fautes et de manquements. Et ici, les pistes de solutions qu'on va cibler, c'est d'agir sur les causes. Donc, on ne peut pas trouver des pistes de solutions si on ne connaît pas les causes. Donc, on va identifier ensemble les causes et après, on verra si on peut agir sur ces causes pour trouver des solutions et éventuellement réduire le nombre de fautes et de manquements dans l'exercice de la profession. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
Écoutez, on se voit en classe demain, mardi, 12h30. Sinon, bonne semaine à vous tous et toutes. À la semaine prochaine. Allez, bye-bye. Nice job breaking it, hero. L'indice cette semaine, l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger. Allez,